Quand il y a eu des coupures de Facebook, les gens se sont rués effectivement sur les sites d'information. Ça s'est fait à plusieurs reprises. On a vu que le trafic augmentait énormément sur les sites d'information quand Facebook était en panne. Et d'un autre côté, on voit aussi que quand on coupe l'accès ou quand on limite les contenus sur les plateformes, eh bien les gens en parlent quand même. Ils s'informent, mais ils continuent d'en parler. Est-ce qu'on a vraiment besoin l'un de l'autre? Idéalement, oui. Il y a une collaboration qui doit se faire. Est-ce qu'il y a une dépendance sur les réseaux sociaux? C'est plus compliqué à mettre en avant. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette pastille actu de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cyril Franck, que vous connaissez bien maintenant. Cyril qui est directeur de la formation et consultant média chez Cosa Vostra. Salut Cyril. Bonjour François, ravi d'être là. Ben oui, merci et ravi de te revoir pour cette pastille actu avec un programme, un menu plutôt riche. Alors on va parler d'abord de l'article principal de la newsletter de Mediarama. J'en profite pour faire une mini publicité pour cette newsletter qui paraît tous les mercredis. Vous pouvez retrouver ça sur mediarama.io pour vous y inscrire. Et donc on va parler des conditions de succès pour la conversion des lecteurs en abonnés. Tu pourras nous dire un petit peu ce que tu as vu sur le web là-dessus. Deuxième actu, un peu en écho, le The Atlantic qui fête la barre symbolique du 1 million d'abonnés et qui atteint sa rentabilité par ailleurs. C'est pas rien non plus. On fera un tour du côté des plateformes et parler des droits voisins avec un premier succès notable des médias français contre X. Et toujours du côté des plateformes, Apple qui fait peur avec un nouvel outil annoncé pour iOS, Web Eraser, qui fait craindre en fait des pertes de revenus pour les éditeurs sur mobile. Et puis 2-3 entrefilés de news, toujours sur l'intelligence artificielle parce que l'activité ne se tarit pas là-dessus. Et puis un peu de mercato, session de médias avec Paris Match et puis des pertes de chiffre d'affaires de C8 qui perdent l'argent en l'occurrence. Voilà pour le menu. Cyril, j'espère que tu es prêt puisque le premier sujet est plutôt pour toi. C'est le sujet principal de ta newsletter. Voilà, tu as relevé 4 conditions pour réussir à convertir ses lecteurs en abonnés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument. Je rebondissais sur un article de The Audiencers qui parlait de Clarín, un site et un média argentin, qui expliquait quels étaient selon eux, les facteurs de succès des fameux déclencheurs. C'est quoi les déclencheurs? C'est ces articles-là qui convertissent particulièrement bien et que tout le monde essaie d'identifier et de publier. J'ai commencé par expliquer effectivement les points qui sont mentionnés dans cet article et donc les 4 facteurs eux-mêmes décisifs pour réussir à identifier ces déclencheurs. C'est des contenus profonds et qualitatifs. Alors on va dire mais ça veut rien dire qualitatif, ça dépend de chacun. Comment tu mesures qualitatif? Et donc si on creuse un peu effectivement derrière cette notion de qualité qui est très subjective, il y a quand même 2 choses, il y a la rigueur du traitement et l'exhaustivité du traitement des sujets. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est effectivement si on doit parler de la guerre en Ukraine, est-ce que on a bien identifié le contexte géographique, les enjeux, différentes séquences. Et puis, est-ce qu'on est capable de faire le tri entre toutes ces propagandes diverses? Est-ce qu'on est capable de bien hiérarchiser? Voilà, c'est ça la rigueur. Et ça prend du temps, c'est de l'énergie, mais c'est une condition ça fait partie des services de ces fameux déclencheurs. Donc les lives, par exemple, du Monde sont des déclencheurs parce qu'ils sont très bien faits et ils remplissent ce service-là. Le deuxième critère de ces déclencheurs, c'était qu'ils doivent être bien écrits. En fait, la notion de plume, la qualité de l'écriture. Et là, je pense aux exemples connus d'Ariane Chemin, Raphaël Baquet, Florence Aubenas, ou même Pascal Robert Diard, qui sont vraiment des plumes dont on sait qu'ils créent des abonnements rien qu'à leur manière de produire un effet. Les gens peuvent s'abonner pour les suivre eux particulièrement parce qu'ils savent que ce sera des contenus de qualité, bien écrits, etc.
Voilà, et Des puis plumes peuvent faire signer, peuvent faire exactement, convertir. exactement. Et puis même le début de l'accroche de ces papiers-là donne envie de lire la suite et donc peut susciter un premier effort de combien ça coûte, c'est quoi l'abonnement. Donc on peut emmener les gens dans le tunnel de conversion rien que parce que ça bien écrit, ça crée et donc il y a deux choses derrière ça, c'est le style, la narration, mais aussi la capacité à faire vivre des émotions par procuration. Voilà. Et plus Ouais. encore, ça pour moi c'est un truc de encore plus fort, et d'en tirer une leçon de vie pour les lecteurs. Ça, si on arrive à ça, alors on a vraiment non seulement des articles qui convertissent, mais des articles qui retiennent les utilisateurs. Donc effectivement, ça c'est le deuxième point évoqué un peu en filigrane dans l'article. Troisième truc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il faut qu'être utile immédiatement, ce fameux outil d'aide à la vie quotidienne, et ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a vu se multiplier dans les rubriques des médias des rubriques de style finances personnelles, étudiants, psycho. Je pense au Parisien étudiant qui s'est lancé il y a pas très longtemps. Voilà, qui apporte cette dimension très très pratico-pratique, mais à court terme. Et puis le Ouais, dernier critère, et ça veut dire, ça peut être ce qu'on voit aussi dans la presse quotidienne régionale. Ça va être du trafic, de la météo, exactement. de vraiment du serviciel qui te rend service au quotidien. C'est ça. Alors, il faut distinguer les articles qui sont des accrocheurs. Là, tu parles déjà du deuxième critère qui, pour moi, sont les services globaux sur la durée. C'est le service Hmm. global d'information, effectivement, sur ces services globaux d'information. Mais là, sur les accrocheurs, on va dire que c'est des sujets qui en soi, par exemple, l'augmentation, effectivement, de la taxe d'habitation, c'est une information qui va susciter de l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'elle augmente? Quelle est la tendance, est-ce que c'est quelque chose qui a un impact et de quelle manière? Ça, c'est vraiment des accrocheurs. Puis après, évidemment, il faudra le fond de jeu, ce que j'appelle le fond de jeu, c'est le deuxième point, le deuxième critère important, qui est d'avoir les fondamentaux. Et dans ces fondamentaux, on retrouve effectivement les services pratiques ou pratiques, les horaires de bus, ce que tu disais à l'instant, c'est ces choses vraiment servicielles dont on a besoin. Mais avant de Ok. parler de ce deuxième critère qui est important, dans lequel on retrouve d'ailleurs l'actu, le traitement de l'actu, on va en reparler. Déjà, il y a un dernier point, c'est quand même clair sur ces déclencheurs, c'est qu'il faut que ces déclencheurs soient exclusifs. Et ça a l'air d'être une évidence, mais non seulement il faut qu'ils soient exclusifs, c'est-à-dire qu'on soit sûr qu'on peut pas les retrouver ailleurs, mais qu'en plus, ils soient originaux et qu'ils créent un sentiment de différence par rapport aux concurrents. Et c'est là qu'on va travailler avec le marketing pour avoir cette distinction de ton, de traitement et de service. Qu'est-ce qu'on rend comme service? Je pense à la contre-programmation de M6 dans les années 80-90, qui, alors que tout le monde était sur le film du dimanche soir, eux proposaient le magazine Capital. Un, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'aligner sur les tarifs, et deux, parce que ça leur permettait d'avoir un style, un ton, quelque chose de très distinctif et de pouvoir récupérer une partie du public qui s'est désintéressé de ces blockbusters souvent diffusés le dimanche soir. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc le deuxième point, j'en ai déjà un peu parlé, c'est services pratiques, mais il faut Ouais. ajouter les nouvelles. Parce qu'on vous dit, bon, les nouvelles, ce qui est compliqué, c'est que les nouvelles, le traitement des nouvelles, c'est que personne n'est prêt à payer pour ça. C'est un truc qu'on retrouve gratuitement partout ailleurs, sur les chaînes de télé, en radio, sur le web, sur les agrégateurs de news. Donc le problème, c'est que malgré tout, il faut bien savoir que les Français, ils ne s'abonnent en moyenne qu'à un et voire rarement deux sites d'information. Donc il faut proposer un service global. Service global, ça comprend l'actu, de qu'est-ce qui s'est passé. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se couper simplement de cette partie-là qui fait partie du service global. Et la problématique, c'est que quand on est un site d'information générale de taille moyenne, bah, ça coûte cher de traiter cette actu au jour le jour, de suivre, de hiérarchiser, de faire tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, voilà, Oui, et pas faire simplement un bâtonnage de dépêche qui n'a pas grand intérêt pour le coup, parce que là, c'est vraiment typiquement ce que tu vas retrouver partout ailleurs. exactement. Alors c'est ça qui est compliqué, c'est que non seulement il faut pas faire du bâtonnage, mais en même temps, est-ce qu'on peut s'aligner avec les centaines de journalistes que propose Le Monde ou Le Figaro? C'est compliqué. Et C'est donc difficile, oui. c'est pour ça qu'on voit la prime au plus gros, qu'aujourd'hui c'est surtout ces grandes rédactions comme Le Figaro, comme le Monde, Le Figaro un peu et en région Ouest-France, qui récupèrent l'essentiel des abonnés parce qu'ils sont Ouais. capables d'apporter ce service de suivi, plus bien entendu tout le reste, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'on a un peu évoquée. Donc Et voilà, avec une couverture nationale, internationale, etc., quoi. Ils ont cette exactement. puissance de frappe.
Exactement. Donc la question, c'est comment on arrive quand même à proposer une information, un suivi quand même minimal, avec des effectifs réduits et tout en apportant le reste, c'est-à-dire la valeur ajoutée que j'ai évoquée sur les contenus accrocheurs, déclencheurs, voilà, les services pratiques. Voilà, ça Et tout ça, c'est le fond quelque part. Est-ce que la forme compte aussi? Alors, la forme, elle compte évidemment. C'est le troisième point. C'est en fait, il faut tout ça soit être présenté sous une forme, une interface plaisante. Et c'est là que joue l'importance du produit, la fonction produit dont j'ai déjà parlé dans un article précédent. L'importance du chef de produit qui va coordonner la technique, l'UX design, les interfaces et aussi un peu le marketing pour mettre en avant toutes ces valeurs ajoutées. Donc, c'est le quatrième point, le marketing qui doit être décisif pour à la fois distinguer la valeur ajoutée, c'est la question de la stratégie. Pour moi, et pour moi, de ce point de vue-là, il faut avoir un peu la méthode Unique Selling Proposition, c'est-à-dire quel est ton service de base. Est-ce que tu es là pour relier les gens? Est-ce que tu es là pour les éclairer? Est-ce que tu es là pour leur faciliter la vie quotidienne? Est-ce que tu es là pour le divertir? Bref, il faut faire un peu un choix et vraiment faire quelque chose de très, très clair pour l'utilisateur, de sorte qu'on peut émerger par rapport à l'offre concurrente. Donc ça, c'est la stratégie marketing. Et puis derrière, il y a tout le tunnel de conversion par les data, capable de cibler. Donc ça, je reviens pas là-dessus parce que c'est un petit peu, ça a l'air d'être une évidence, mais ça nécessite quand même d'avoir au préalable des ressources et puis une certaine maturité et puis effectivement au préalable traquer un peu toute cette donnée pour sentir ce moment de bascule quand ça va déclencher quoi. Il faudrait pas avoir fait les 3 premiers points puis pas être capable de détecter ce passage à l'acte quoi. C'est ça, et c'est là qu'il y a un énorme travail de coordination entre toutes les équipes. C'est ça qui est très compliqué, entre le marketing, entre l'édito, la rédaction, entre la technique et le produit. C'est tout ça qui doit être travaillé de concert pour pouvoir être capable de proposer les bonnes offres au bon moment, être contextualisé, tenir compte des profils différents, des navigations différentes des utilisateurs, et comme ça augmenter petit à petit son nombre d'abonnés. Il faut savoir que j'ai fait un petit calcul. Le monde, si on prend le nombre de visiteurs mensuels, c'est 130 millions de visites mensuelles par mois. Sur ces 130 millions, en moyenne, l'année dernière, ils ont convaincu 55 000 abonnés. Ce qui nous fait... Ouais, donc vas-y, t'as fait le calcul. Un taux de conversion de 0,00040. Voilà, par visite. Donc, ça veut dire que il faut continuer d'avoir du trafic, mais surtout du trafic qualifié, trafic pertinent et d'être en rebond intelligent avec les gens qui viennent vous voir. Donc, le marketing est extrêmement important aussi. Ouais, et qu'il faut pouvoir monétiser quand même le reste, parce que ça fait quand même beaucoup de visites de gens qui ne s'abonneront jamais. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on monétise aussi ce trafic? Qu'est-ce qu'on en fait? Et après ça, c'est d'autres stratégies. Et ben, écoute, ça fait une belle feuille de route pour les médias qui voudraient convertir. Ça paraît simple comme ça, mais évidemment, c'est énormément de travail, ce qui veut aussi dire qu'il suffit pas de brancher un paywall dynamique pour que ça marche. Il faut vraiment qu'on ait ces piliers, t'as bien expliqué, qu'on retrouvera donc dans la newsletter de Mediarama cette semaine, qui se basait donc sur cet article des The Audiencers dont on salue l'équipe et le travail. C'était un très bel article en l'occurrence. Et puis une illustration de ce succès, un éditeur, je le disais en préambule, qui a bien réussi. C'est The Atlantic aux États-Unis, qui fait donc 1 million d'abonnés et a atteint la rentabilité. Je pense que aussi pour être interviewé et raconté, en l'occurrence là, le CEO l'a fait dans Presse Gazette, un article qu'on a trouvé avec l'équipe. Donc The Atlantic a atteint la rentabilité, dépassé 1 million d'abonnés payants, marquant une étape financière importante pour leur publication. Et donc, d'après Nicholas Thompson, leur PDG, qui est donc interviewé par Presse Gazette, il y a quelques clés pour la recette de ce succès. Se focaliser sur la conversion des lecteurs en abonnés, par exemple en réduisant le nombre d'articles gratuits avant le paywall. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. C'est se dire, vaut mieux moins d'articles qui convertissent mieux parce qu'on est capable de le suivre, ce que tu racontais un peu avant, une stack marketing aussi efficace. Lui, ce qu'il explique, c'est que notamment s'il y a trop d'articles, c'est des articles qui ne seront pas lus et en fait qui peuvent engendrer et se dire tiens, si je m'abonne, j'ai pas le temps de tout lire, et donc ça peut être un frein à l'abonnement. Je trouvais ça intéressant. C'est pas un point que tu mentionnes toi dans ta newsletter? Non, j'ai pas mentionné ce point-là, mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai constaté, surtout en presse papier d'ailleurs, puisque il y a cet effet vraiment de gâchis physique
quand on a un papier, quand on a un magazine qu'on n'arrive pas à lire, dont on lit que quelques pages, il y a ce sentiment de gâcher et donc de dépenser son argent inutilement. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà identifié sur la presse papier. Je l'avais pas identifié sur le numérique, parce que le numérique, la question, c'est pour moi pas tant l'importance des articles qu'on lit pas, c'est de ce que j'ai cru constater de mes discussions avec les responsables marketing. Ce qui est très important plutôt, c'est est-ce que au cours d'une période, on a suffisamment de satisfaction. C'est pas tant qu'on va lire tout ou pas, parce que les sites contiennent des centaines d'articles et des milliers d'articles, et c'est évident qu'on va pas tout lire. Mais est-ce que durant une période, on a suffisamment d'éléments de satisfaction où on se dit, bah là, ok, ça vaut le prix que j'y mets. Ouais, c'est ça, et ça se rejoint quelque part, parce que si tu écris moins d'articles, tu passes plus de temps, tu consacres plus de ressources à faire des articles de très bonne qualité, avec de la profondeur, plus de rigueur, Oui. qui forcément vont attirer, fidéliser. Et ça se rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'as des articles un peu que tu ne trouveras pas ailleurs, donc vaut mieux faire moins d'articles, mais de meilleure qualité, qui vont avoir un taux de satisfaction plus haut et donc mieux convertir, que se dire je vais publier un maximum pour être présent en permanence, rafraîchir en permanence des articles qui seraient probablement moins intéressants. Oui, ça c'est sûr. Et donc ton point est très beau, et donc je précise, j'ai fait une petite erreur, c'était lui ce qu'il voulait au début, effectivement, c'est quand il parlait de se focaliser sur la conversion des lecteurs en abonnés, c'était moins d'articles gratuits avant le paywall, pour les confronter plus vite au paywall. Et par ailleurs, c'était le deuxième point de son interview, plus de contenu de haute qualité versus publier plus d'articles. Donc c'était vraiment deux points différents. Et le troisième qui était évidemment intéressant et qu'on évoquait un peu juste avant en conclusion, c'est pour s'assurer une croissance future, prévoir de la diversification des sources de revenus avec des nouvelles strates publicitaires, une expansion à l'international, puisque on l'a dit, il y a quand même une majorité de l'audience qui ne se convertira pas, qui ne s'abonnera pas. Donc, il faut malgré tout penser à d'autres sources de revenus. Moi, c'est quand même un conseil que je donne souvent aux éditeurs, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus qui se complètent. Comme on le dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, donc ça, article de Presse Gazette sur ce milestone atteint par The Atlantic, 1 million d'abonnés et la rentabilité. Bravo à eux. On passe tout de suite du côté des plateformes. Premier succès premier succès en tout cas au tribunal pour les médias français face à X, donc anciennement Twitter, par rapport aux droits voisins. Donc c'est une news qui date du 23 mai. La justice a donné raison aux éditeurs français dans un litige concernant les droits voisins contre le réseau social X. Et donc ce jugement ordonne à X sous 2 mois de publier aux éditeurs, donc dans lesquels on retrouve Le Figaro, l'AFP, Le Monde, Les Échos, Le Parisien. Ils ont 2 mois pour communiquer aux éditeurs toutes leurs stats d'utilisation en fait de leur contenu, de leur publication sur ce réseau social, le nombre de clics, le nombre de vues, alors tout ça évidemment confidentiel entre eux, mais voilà, avec cette obligation sous 2 mois, un référé de le faire. Pour rappel, ceux qui débarqueraient dans la planète média et c'est très bien, soyez les bienvenus. Les droits voisins, c'est les droits d'auteur qui permettent aux médias d'obtenir une compensation financière lorsque leurs articles ont été utilisés ou réutilisés, republiés par des plateformes en ligne. Donc tout ça doit être normalement comptabilisé, communiqué auprès des éditeurs, et évidemment, puisqu'on a eu de la publicité autour de ces articles, il doit y avoir une rémunération qui est renvoyée aux éditeurs, mais les plateformes ne jouent pas trop le jeu, et donc là, rappel à l'ordre contre X. Est-ce que ça t'inspire, ça? Faut continuer de se battre, c'est bien, c'est un signal fort. C'est une bonne nouvelle finalement. C'est une bonne nouvelle parce que ça lutte contre l'opacité traditionnelle des plateformes, dont on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, quelles sont les métriques, etc. Donc sur le fond, c'est très bien. Après, il y a un effet de bord, c'est que face à ces coûts croissants demandés par les éditeurs, on voit aussi les plateformes sociales qui se coupent de plus en plus de l'information. Oui. Alors je sais effectivement, c'est une des raisons. Après, il y a plein d'autres raisons, mais t'as raison. C'est que quelque part, à un moment donné, c'est trop compliqué. Mais bon, après, moi, je pense quand même que les plateformes ont besoin des contenus des éditeurs. Et si elles ne le font pas, c'est parce que dans leur vision, dans leur algorithme, c'est trop anxiogène ou etc. Mais je pense que ce serait une erreur pour les plateformes de se couper complètement. Ce que fait Meta, je trouve un peu aberrant. Enfin, ça, c'est plus mon avis perso.
J'ai pas de certitude là-dessus parce que j'entends tout et son contraire sur la dépendance et c'est un rapport de force en fait entre justement les producteurs de contenu et les plateformes. Les uns disent on n'a pas besoin de vous, les autres disent bah sans nous vous n'êtes pas utile, vous servez à rien. J'ai assez peu de certitude là-dessus. Ce que je sais, c'est que Google lui a bien compris qu'il en avait besoin, ça c'est une certitude. Parce que pour le coup, un service d'information, un service de moteur de recherche qui se passerait de l'actu, c'est pas crédible. Les plateformes, c'est moins évident parce que ce qu'on a pu constater quand il y avait, alors ça marche dans les deux sens. Hein, quand il y a eu des coupures de Facebook, les gens se sont rués effectivement sur les sites d'information. Ça s'est fait à plusieurs reprises. On a vu que le trafic était augmenté énormément sur les plateformes, sur les sites d'information quand Facebook était en panne. Et d'un autre côté, on voit aussi que quand on coupe l'accès ou quand on limite les contenus sur les plateformes, eh bien les gens en parlent quand même. Ils s'informent, mais ils continuent d'en parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de diffuser directement. Ça marche quand même. Ils continuent de se parler. Donc, si tu veux, c'est compliqué de dire est-ce qu'on a vraiment besoin l'un de l'autre. Idéalement, oui, il y a une collaboration qui doit se faire. Est-ce qu'il y a une dépendance sur les réseaux sociaux? C'est plus compliqué à mettre en avant. C'est plus compliqué. Après, le problème, c'est que si les éditeurs ne peuvent plus publier ou que c'est plus relayé, bah, ça laisse de la place pour des fake news, de la désinformation, d'autres producteurs de contenu qui, eux, ne s'embrassent pas forcément des mêmes règles. Donc oui, le rapport de force est un peu inversé. En l'occurrence, sur X, il y a quand même beaucoup de publications des éditeurs qui sont reprises. La filiale France refuse de négocier. Petit rappel à l'ordre, c'était le sujet de la news. Voilà, petite victoire notable pour les médias français. On suivra ça. X est quand même un de ceux qui joue le moins le jeu dans l'histoire des droits voisins et qui ne peut absolument pas négocier. Donc, c'est bien quelque part aussi que la loi s'en mêle. Toujours côté plateforme, Apple et son nouvel outil qui risque d'enterrer la presse. Alors, de quel nouvel outil parle-t-on? On parle de Web Eraser, donc qui est prévu dans la prochaine version d'iOS 18, donc iOS étant le système d'opération des iPhones, et notamment qui sera dans Safari, c'est-à-dire que les utilisateurs de Safari dans sa version 18 qui sortira bientôt, ça bloquera les publicités. Alors même plus que bloquer, on pourra effacer certains pans de page complètement en enlevant, en touchant certaines zones, on pourra les effacer. Et ce qui est terrible, c'est que ça gardera en mémoire ces réglages, ce qui fait qu'à la prochaine visite, ça restera comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, on arrive sur une page d'un éditeur, on peut effacer toutes les pubs. Alors évidemment, d'un point de vue utilisateur et dans la doctrine d'Apple, bah c'est vachement bien parce que c'est une meilleure expérience utilisateur, c'est moins intrusif, etc. Mais ça pose une énorme question sur la rémunération de ce travail. On l'a dit tout à l'heure, on le répète. Seule une infime fraction des utilisateurs convertissent, donc le modèle publicitaire reste un modèle ultra important dans la presse. Donc ce genre d'outil, les adblockers, qui était un peu qui nécessitait avant que les gens les installent, maintenant c'est natif dans un système comme Safari qui est quand même utilisé par beaucoup de personnes qui ne s'embarrassent pas forcément à changer de navigateur, ça peut être très compliqué. Donc tu as la News Media Association, la NMA, qui représente donc de grands titres comme le Times, le Guardian, qui souligne que la publicité est essentielle au financement du journalisme et qui s'en émeut dans un article du Financial Times. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce côté où on laisse l'utilisateur pouvoir enlever les publicités, etc. Est-ce que tu trouves ça bien? Bah, en fait, c'est compliqué parce qu'effectivement, d'un point de vue utilisateur à titre individuel, c'est très satisfaisant. Enfin, on a tous plus ou moins utilisé un adblocker quand on était à la période où on était complètement submergé par les publicités envahissantes. Donc, d'un point de vue utilisateur, je dirais, bah oui, super. D'un point de vue plus global, à l'échelle de la société, c'est compliqué parce que comment finance-t-on l'information? Toujours la question de l'individuel versus le collectif. Ouais. Financer l'information sans la publicité, c'est un petit peu ce qui est en train de se produire, puisqu'il y a un mouvement global qui est en train de faire tomber ce pan entier de financement des médias par la publicité. C'est compliqué. Donc oui, ça s'ajoute à la fin des cookies tiers sur Chrome, qui était déjà le cas sur Safari d'ailleurs, et sur Firefox. Ça s'ajoute à SGE, Search Generative Experience, qui propose des contenus avant le clic, avant le lien. Ça s'ajoute à tout ce qui va être effectivement IA
en général, qui vont proposer des contenus sans lien, sans l'économie du lien, du clic est en perdition, et ce qui pose un vrai souci de financement, puisque aujourd'hui les médias tiennent entre 20-25%, parfois plus, de leur modèle sur de la publicité. Ouais. On a vu en 2008 aux États-Unis comment la chute, suite à la crise des subprimes, comment la chute du marché publicitaire avait démoli des milliers d'emplois et créé des déserts d'informations dans certaines localités, juste parce que la publicité s'était effondrée. Et non pas à cause des lecteurs. Les lecteurs étaient les premiers désolés d'ailleurs pour leur local de la disparition de leurs journaux. Mais cette publicité, ils en ont besoin. Donc c'est vraiment la fin d'une époque. C'est un truc dont j'ai parlé dans une précédente newsletter, la fin du gratuit, avec la fin de 20 minutes. Avec la fin du print, notamment chez 20 minutes. C'est une période compliquée où il va falloir réinventer des modes de financement, et tout le monde, malheureusement, ne va pas réussir à s'en sortir dans cette équation. Donc, ça risque de produire des effets de bord sur des titres qui vont disparaître, sur du chômage, et c'est pas une bonne nouvelle pour le citoyen. Non, clairement. Donc ça va relancer le débat ou pas le débat, mais l'importance d'avoir une marque forte, d'avoir peut-être une application. Tu vois, pendant longtemps, on se disait les applications, ça coûte cher, faut que les gens les installent, mais au moins t'es dans un environnement que tu maîtrises, que tu contrôles. Voilà, ça va se poser un peu toutes ces questions-là. En tout cas, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est à la fois d'un point de vue individuel très sympa d'avoir une expérience sans publicité, mais derrière, s'il n'y a pas de revenus, ce sera compliqué de maintenir les équipes. Donc, affaire à suivre en tout cas, mais on sent quand même que c'est le sens du marché. Il y a plein maintenant de navigateurs, tu l'as dit. Moi, j'utilise Arc en browser à la place de Chrome, qui intègre nativement aussi du ad blocking. C'est très compliqué. On continue sur les plateformes. Alors une autre type de plateforme, hein, OpenAI, qui annonce en fait un deal avec avec News Corp. J'allais dire Axel Springer, c'était un autre sujet, pardon. News Corp qui a annoncé donc un deal avec OpenAI pour 250 millions de dollars sur 5 ans. Alors c'est évidemment énorme et à la fois pas grand chose à l'échelle d'un groupe comme ça, et j'en parle parce qu'il y a eu un article hyper intéressant sur Substack par Hamilton Nolan, donc on mettra évidemment tous les articles dans les notes de l'épisode, mais en fait qui dit que faire un deal avec OpenAI, c'est comme vendre sa maison pour en faire du petit bois et faire un feu, donc c'est une aberration. Donc il explique très bien en fait pourquoi en fait il faudrait pas faire ça, et c'est un manque de vision. Alors c'est d'après lui, hein, parce que en fait grosso modo il est en train de se passer ce qui s'est passé avec Google, avec Facebook, qui fait fi de toute régulation et puis qui pille les contenus et qui sont devenus à un moment donné trop gros et à qui on trouve des deals. Donc il fustige un petit peu tous ces grands patrons de presse qui signent des deals très 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 court-termistes et au contraire salue des initiatives comme le New York Times qui eux rentrent en procès et défendent une valeur de leur contenu et voient bien ce qui est en train de se passer, et que ils peuvent pas sortir gagnants de ce genre de deal avec des visions très court terme. Je sais pas ce que t'en penses, toi, quand tu vois une annonce comme ça, un contrat de 250 millions sur 5 ans, évidemment, tu peux dire que c'est beaucoup d'argent. Ouais, en fait, j'ai déjà publié une newsletter sur ce sujet qui faisait écho à un papier, d'ailleurs, un billet de Frédéric Fillou, qui disait à peu près la même chose, qui disait que c'est une erreur de la part des éditeurs de céder leur contenu, leur valeur pour un plat de lentilles. 250 millions de dollars sur 5 ans à l'échelle de News Corp, c'est pas grand chose en fait. C'est vrai que ça représente une somme importante dans l'absolu, et je crois que les deals qui ont été signés à l'échelle internationale, c'est quelques dizaines de millions. Donc celui-ci est particulièrement gros, mais c'est pas non plus de ce dont j'entends parler, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Si ça se trouve, c'est une rumeur, mais en tout cas, c'est pas des chiffres qui sont de l'ordre du milliard. Non, bien sûr que non. Et donc voilà, là, celui de News Corp est annoncé, c'est 50 millions par an pour l'ensemble du groupe News Corp. Ouais, ce qui est plutôt un des plus gros chiffres que j'ai vu pour l'instant. Oui. C'est vrai, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur le détail. Je trouve que c'est effectivement toute la question est de savoir ce que contient ce deal. Est-ce qu'il y a ce qu'évoquait très bien Emmanuel Parodi dans une discussion qu'on a eue sur LinkedIn à ce sujet, c'est que est-ce qu'on a ou pas une intégration, une collaboration technique qui permet d'augmenter les produits, est-ce qu'il y a quelque chose un partenariat industriel derrière ou pas? Est-ce que c'est juste de l'échange de données versus un chèque? Si c'est le cas, alors je pense qu'effectivement c'est une erreur.
de juste céder ces contenus, parce qu'une fois que les algorithmes seront suffisamment performants, ils auront de moins en moins besoin de ces partenariats. Bah c'est un peu ça le point en fait, c'est de dire qu'il faut pas abandonner et céder aux sirènes là de l'argent en se disant de toute façon ils sont devenus trop gros et s'ils signent pas un agrément, de toute façon ils le feront quand même de manière clandestine dans mon dos, etc. Donc autant prendre de l'argent. C'est ce que disait Louis Dreyfus dans une interview. Donc on n'a pas encore les détails non plus du deal avec Le Monde, mais c'est pas en tout cas voilà, c'est le New York Times eux trace une ligne dans le sable en disant non, vous ne pouvez pas toucher à nos contenus, on se bat contre ça et on sait qu'on sortira pas gagnant de ce genre de deal ou de bras de fer, c'est très compliqué. Ouais, Voilà, vas-y. Ouais, sur cette question, c'est un grand classique. Il suffit une personne dans le collectif renonce et tout le collectif s'effondre. C'est-à-dire qu'il faut être soudé dans ce genre de choses. Évidemment que les premiers qui vont faire des deals vont récupérer des gros chèques parce que l'idée, c'est de servir d'appôt pour tous les autres. Donc évidemment, j'ai dans ce genre de discussion, évidemment, pareil à l'époque où il y avait Google qui proposait Google Discover. Pas Google Discover, les contenus natifs dans Google, je me rappelle plus comment ça s'appelait, la plateforme. C'était la même chose. Ils annonçaient récupérer, et puis Facebook native, comment ça s'appelait, Facebook Content, c'était pareil. C'est ceux qui ont fait des deals avec eux donner leur contenu en échange d'un gros chèque, mais derrière, c'était pour attirer tous les autres. Ouais. Donc c'est pas un calcul collectif. Encore une fois, c'est un calcul individuel. C'est la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure à l'échelle individuelle. Ouais, c'est ça. C'est super pour le monde, c'est super pour ceux qui font des deals en premier. C'est moins bon. D'abord, c'est du court terme parce que on verra ce qui va se passer dans 2 et 5 ans. Et puis, c'est pour tous les autres, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus, parce qu'une fois qu'ils seront performants, ils vont disrupter complètement les contenus de tout le monde et on sera inutile. Exactement, et c'est un peu une des conclusions, c'est qu'en fait, si on ne traite pas avec eux et qu'on refuse d'avoir des contenus générés, parce qu'en fait, il va y en avoir de plus en plus, ça deviendra dur de les distinguer, donc il faut garder cette patte humaine unique qui fait partie aussi tu parlais de l'USP, Unique Selling Proposition, c'est quelque part avoir un contenu unique qui n'est pas fait par une machine, que tu ne retrouves pas ailleurs. Je pense que ça fait que renforcer un peu l'envie qu'auront les gens de s'abonner chez toi, tu vois, et ça permet de boucler notre discussion par rapport au premier article. En tout cas, analyse hyper intéressante que je vous invite à lire. Donc c'est sur Substack de Hamilton Nolan, donc un journaliste sur la newsletter. Voilà, encore une fois, vendre sa maison pour en faire du petit bois, faire un feu. Je trouvais l'image quand même assez parlante. Voilà pour les grands news, petits entrefilés pour conclure cette pastille actu. Donc Paris Match qui sera cédé à LVMH. Ça faisait quelques années déjà que Bernard Arnault cherchait à se rapprocher, à avoir cet hebdo dans son giron. Pour rappel, il est déjà actionnaire quand même du groupe Lagardère. Mais donc là, c'est fait. Ça a été officialisé. On parle d'une valorisation de 150 millions. Donc c'est une très, très, très belle affaire quand même, à la fois pour Lagardère, Vivendi qui va épurer un peu sa dette. Et puis, ça montre quand même la bonne santé de ce magazine. Je sais pas si tu as un avis sur cette session. Non, j'ai pas grand avis. Bon, en tout cas, voilà, ce sera intéressant de voir comment ça évoluera de côté Paris Match chez LVMH. Autre news, C8 qui perd de l'argent et ça continue malgré de bonnes audiences. Donc c'est un article de l'Informé qui en parle que tu as pu consulter. Alors pourquoi est-ce qu'ils perdent de l'argent? On a l'impression, alors je ne regarde pas C8, mais que les audiences sont bonnes, t'as l'impression que Touche pas à mon poste malgré les amendes, malgré les scandales, ça fait parler de l'émission, donc vu de l'extérieur, on a l'impression que ça cartonne, non? Oui, c'est vrai que les audiences ont plutôt augmenté ces derniers temps, donc ça semble marcher et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et l'article de l'Informé est vraiment très 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 intéressant parce qu'il révèle le fond de tout ça. C'est un problème publicitaire et un problème de vieillissement d'audience. L'audience Touche pas à mon poste, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle est de plus de 60 ans. 61 ans et quelques. Ce qui est fou parce que t'as pas l'impression que c'est ce qui est renvoyé comme image. Ouais. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, sur X, etc. T'as l'impression que c'est plutôt des jeunes qui regardent ça. Alors apparemment, c'est pas du tout le cas et c'est un peu normal parce que on a vu évoluer la ligne éditoriale ces dernières années vers de l'actualité et de la polémique d'actu.
Je pense que Bolloré n'est pas étranger à cette évolution de l'ennemi éditorial, mais peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'actualité en soi induit un vieillissement de l'audience. C'est nécessaire, c'est comme ça. C'est pareil sur tous les newsmag, c'est pareil sur l'actualité. L'actualité en soi, c'est un truc de vieux. Je veux dire les choses un peu crûment, sauf à avoir des formats vraiment très différents des plateformes sociales, etc. Mais voilà, ça c'est la première chose. Et puis, pourquoi est-ce qu'il peut être de l'argent sur ce vieillissement ? Eh ben parce qu'en fait, c'est la ménagère de moins de 50 ans qui intéresse les annonceurs. Au-delà de cet âge-là, les tarifs décroissent. Et donc, ça explique beaucoup de la perte, finalement, même en croissant en termes d'audience, ils perdent de l'argent parce que les tarifs sont plus faibles. D'accord, c'est aussi simple que ça. C'est en fait, si ton audience vieillit, tu en tires moins de revenus parce que c'est pas la cible la plus intéressante pour les annonceurs. Exactement, vraiment, c'est les ménagères qui vont décider des actes d'achat dans les ménages de moins de 50 ans. C'est toujours cette fameuse ménagère. Ça reste toujours cette ménagère. Elle a pas changé, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et donc c'est pas elle qui regarde C8 a priori. Voilà, donc ça, mauvaise nouvelle pour C8. Dernière entrefilée, les fréquences de la TNT qui vont être réattribuées. Et donc plein de médias, j'allais dire énormément, faut pas exagérer non plus, ont présenté leur candidature à l'Arcom, l'Express, Sud-Ouest ou encore le média. Voilà, donc ça va être aussi intéressant de voir un petit chamboulement au niveau de ce paysage. Donc ils ont candidaté, on n'en sait pas encore beaucoup plus. A priori, il y aura des auditions des candidats cet été pour une décision en fin d'année 2024 sur voilà, peut-être des nouvelles chaînes, des nouveautés à venir sur la TNT. On suivra ça. Tu as un avis sur ce sujet de la réattribution des fréquences de la TNT ? Bah, j'avais assisté aux auditions précédentes et j'avais trouvé que c'était extrêmement intéressant, il est très exigeant, il y avait beaucoup de contraintes. Puis après, j'étais un peu déçu par le contrôle a posteriori. D'accord. Entre la promesse qui avait été faite et l'exigence très élevée qui était imprimée par les différentes personnes qui auditaient et la réalité derrière du contrôle, ça a été un petit peu décevant. Là, je vois que le média et candidat, je me dis que on n'a pas fini d'avoir des problèmes sur la question de la neutralité ou en tout cas de l'équilibre des points de vue ou de la polarisation Non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de ça, évidemment, un des gros enjeux de cette réattribution, c'est le sort qui sera réservé à C8, CNews, hein, puisqu'il y avait eu ces passes d'armes politiques sur le fait que la réattribution serait pas automatique et avec les dérapages d'Hanouna, il pouvait y avoir une remise en question de l'attribution de cette fréquence. Donc, écoute, on verra. 25 candidatures ont été présentées. Hein, j'en ai cité quelques-unes, mais on peut aussi citer CMI France, hein, le groupe de Daniel Kretinsky. Donc voilà, 25 candidatures, enfin 27 candidatures, 25 recevables, et on aura le choix des titulaires. Je vois fin juillet, j'avais lu plutôt fin d'année. Donc on verra exactement le calendrier. Oui, c'est pour 2025, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pour 2025. Donc on suivra ça, ce sera l'occasion de reparler régulièrement dans les pastilles actu. On est au bout de cette pastille, mon cher Cyril. Super. Merci beaucoup pour ton temps et puis donc hâte de lire l'article en une de Mediarama sur la newsletter demain sur les 4 piliers qui font la bonne conversion d'un lecteur en abonné. Je le rappelle, vous pouvez vous abonner gratuitement à cette newsletter sur mediarama.io que vous recevrez dans votre boîte aux lettres électronique tous les mercredis matins. Merci Cyril et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.